Vous écoutez Seriland et dans cet épisode, je vous propose un grand entretien avec le producteur et créateur de série Emmanuel Docé. Sur son CV, il y a, entre autres, Un village français, Les hommes de l'ombre, Une belle histoire et la nouvelle série événement de Canal+, Paris Police 1900. Je m'appelle Eva et un jour de 2009, dans une salle de projection de France Télévisions, je découvrais les premières images de la série Un village français. L'histoire des habitants du village de Villeneuve entre 1940 et 1945. Une claque. Un épisode avait suffi. Cette série historique allait marquer l'histoire de la fiction française et susciter des débats, des conversations entre générations, c'était certain. Et ce fut le cas. Un village français, ce fut aussi pour moi une suite de rencontres avec le scénariste Frédéric Krivine, avec un réalisateur Philippe Tribois, avec plusieurs acteurs, dont Thierry Godard, qui partageait son temps entre les plateaux de tournage, du village et d'Engrenage. Et puis, avec un jeune producteur, Emmanuel Docé. Je dis jeune parce que ce fut la première chose qui me vint à l'esprit ce jour de 2009. Comment se retrouve-t-on producteur aussi jeune d'une série par ailleurs si ambitieuse ? Depuis, Emmanuel Docé a grandi, a produit d'autres séries, Les hommes de l'ombre, Vernon Subutex, Une belle histoire. Son dernier bébé, créé avec Fabien Nury, Paris Police 1900, est diffusé actuellement sur Canal+. Une série résonnant avec notre époque, notre actualité, où il est question d'insécurité, de notre rapport à la police, de racisme, de populisme, de féminisme. Mais comment parvient-on à parler de 2021 en 1899 ? Comment mêler enquête policière et grand roman social ? À quoi ressemble précisément le travail d'Emmanuel Docé sur cette série ? Et est-il toujours aussi jeune qu'en 2009 ? Seriland, épisode 45. Bonjour Emmanuel Docé. Bonjour. J'ose pas vous demander, quel âge vous avez ? Je vais avoir 46 ans la veille de la diffusion de Paris Police. Donc vous êtes toujours aussi jeune. Merci infiniment d'avoir accepté ce grand entretien. Petite devinette, qui a dit « Une série télé a vocation à tendre un miroir à la société, pas à délivrer un message, juste des axes de réflexion ». Frédéric Krivine ? Eh ben non, c'est vous, Emmanuel Docé. Ça aurait pu être Frédéric Krivine, mais Frédéric c'est vous. Krivine m'a beaucoup influencé. C'était en 2012, dans une interview accordée à Stratégie. Vous évoquiez alors l'excellente série politique Les hommes de l'ombre. Et si je vous cite, c'est parce que je trouve que c'est toujours d'actualité, cette citation par rapport à Paris Police 1900, votre dernière production, série en 8 épisodes, qui débute avec une scène. Je vais essayer de la décrire aussi bien que possible. Un homme est assis sur un canapé dans un salon que l'on imagine situé dans un ministère ou un palais présidentiel. On ne le voit que de dos. Une de ses mains agrippe le dossier de cette banquette. Et au gré de son monologue, sa main se crispe. La caméra va glisser latéralement pour découvrir ce qui se joue devant l'homme. Oh, Dreyfus. Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'ils peuvent m'emmerder avec celui-là. Aujourd'hui, conseil des ministres, 5 heures sur Dreyfus. Oh, c'est infernal. Coupable ou martyr, espion ou pas espion, est-ce que je sais, moi ? Eh oui, il est peut-être innocent. C'est bien triste. Mais que voulez-vous que j'y fasse ? Entre nous, c'est pas le premier juif qu'on persécute. Ni le dernier. Même pas eu l'élégance de crever au pagne. Non, on nous le renvoie pour un nouveau procès, Dreyfus. La France est au bord de la révolution. Ils m'emmerdent tous. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? T'en tire pas sur les cheveux, espèce de sauvage. Félix. Emmanuel Docé, je vous laisse nous dire qui sont les deux protagonistes de cette première scène. Eh bien, il s'agit de Félix Faure, président de la République, et de Marguerite Stanel, Meg, courtisane, maîtresse de Félix Faure, et qui était présente à la mort de Félix Faure, et ce qui lui a donné ce surnom célèbre, tristement célèbre, de pompe funèbre. Qu'on retrouve également dans la série. C'est une scène historique qui a été maintes fois racontée par plein d'historiens et qui permet quand même de poser le décor de Paris Police 1900. En une scène, on comprend tout de suite qu'il va être question de pouvoir,
de scandales, de relations hommes-femmes. Paris Police 1900, j'ai l'habitude de dire, c'est un 3 en 1. En fait, on a une enquête policière. Alors, c'est le corps d'une femme découpé en morceaux qui a été retrouvé dans des valises flottant sur la Seine. Il y a un regard sur l'histoire de France de cette fin de siècle décadente avec une montée de l'antisémitisme. Et puis, c'est le dernier volet, c'est l'histoire de la police moderne et les débuts de la police scientifique. La série, c'est une création de Fabien Nury. Est-ce que vous vous souvenez, Emmanuel Dossé, quand vous découvrez le scénario, votre premier sentiment ? Il n'y a pas de découverte comme ça du scénario. Je me souviens de la toute première conversation que j'ai eue avec Fabien au sujet de cette série. À la base, c'est une volonté de Canal+, de faire une nouvelle série policière, puisque Engrenage allait s'arrêter, Braco s'était arrêté, et donc Fabrice de la Patelière, Vera Peltekian, Pierre Saint-André me disent « Nous aimerions faire une nouvelle série policière » et qui se situerait en 1900. Ah, ils vous donnent ça quand même comme cahier de charge, d'accord. Et ils me disent, en fait, ça fait un petit moment qu'on y réfléchit. Pour tout dire, on a interrogé d'autres producteurs, on n'y arrive pas. À ce moment-là, on était en production de Vernon-Subutex, et ils me disent, réfléchis-y, parce que comme tu as fait un village français, peut-être que... Et ma première réflexion, qui est centrale, c'est de se dire que pour faire une série, il faut un scénariste et un auteur qu'on met au centre d'une série et qu'il ne faut pas penser autrement. Je n'essaie pas de penser à des concepts en dehors de la réalité d'un auteur. Et il se trouve que je connais Fabien Nury depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai connu Fabien avant qu'il soit scénariste et il m'a connu avant que je sois producteur. Je suivais donc attentivement ce qu'il écrivait. Et je me disais que peut-être un jour, j'allais lui passer un coup de fil, mais plus sur le mode amical, mais sur le mode professionnel. Et donc, je lui ai passé ce coup de fil. Je savais qu'il avait je connaissais son univers, je savais qu'il avait déjà travaillé sur le début du siècle. Il avait très longtemps auparavant fait l'adaptation au cinéma, participé à l'adaptation avec Xavier d'Horizon pour un film de Jérôme Cornuau de l'adaptation des Brigades du Tigre. Et au bout d'une heure de conversation, il me dit mais il y a un personnage dont on ne parle pas souvent et qui est pourtant très intéressant dans toute la documentation que j'ai faite, c'est le préfet Lépine. Et on se parle juste 2 secondes de ça. Et là, j'ai vu la série. J'étais place de la République, j'ai vu la série. Ok, là, il y a une série. Vous avez tout mis, le puzzle s'est formé en fait, ouais, c'est ça ? Il y a une sorte de clarté à ce moment-là. En fait, c'est une fausse clarté parce que la série s'est révélée beaucoup plus complexe. dense et complexe. Mais il faut toujours avoir cette forme de naïveté et de jeunesse, comme Mais vous alors, disiez. si je ne me trompe pas, vous êtes bien crédité comme producteur et pas comme producteur et créateur. Si, vous êtes aussi créateur de la série. Vous êtes que producteur. Ouais, je suis producteur. Cette notion de créateur de série sur un village français, j'ai co-créé la série parce que en fait, initialement, c'était mon idée de départ. Mais une idée, c'est facile à avoir des idées, il faut les concrétiser. Et si je suis co-créateur d'un village français, c'est parce que Frédéric Rivine me l'a proposé et donc je l'ai accepté volontiers. Mais j'ai pas de prétention à être créateur de série. Fondamentalement, c'est déjà suffisamment dur d'être producteur de série, ça demande déjà suffisamment de compétences. On va y revenir. Et donc je suis producteur et ça me va très bien. On va essayer de comprendre ce que vous avez fait sur Paris Police 1900. Alors c'est une série où les femmes sont ultra présentes. Elles sont fortes, libres. On les découvre notamment en train de s'injecter de l'héroïne dans leur salon bourgeois. Moi, c'est une scène que j'avais jamais vue dans une série, et notamment parce qu'on ignore assez souvent que l'héroïne circulait aussi facilement dans les salons de la haute bourgeoisie, comme on dit. Elles sont décisionnaires. Et puis, il y a aussi des femmes soumises, maltraitées. Vous montrez parfaitement les différences entre la femme du peuple et puis, justement, celle de la bourgeoisie. On va retrouver la maîtresse de Félix Faure, Marguerite Stanheil. Un commissaire et son adjoint lui rendent visite. La semaine dernière, il y avait tout le gratin de la République dans ce salon. Tout le monde savait pour Félix et moi. Il venait me voir pour toucher un mot au président. C'est fini. Vous êtes au chômage. J'ai un bel endroit ici. Je connais encore pas mal de monde. Je pourrais tenir salon. Et ensuite ? Et ensuite, je peux encourager mes invités à parler politique ou affaires et vous répétez ce qui se dit. De courtisane à moucharde. La panthère aide. On gagne sa vie comme on peut. Est-ce qu'il y avait une volonté affichée de construire une galerie de personnages paritaires ? J'ai l'impression que vous avez fait un réel effort dans ce sens-là. En fait, il n'y a pas de volonté. Je crois que c'est la documentation qu'a faite Fabien, principalement. Mais à un moment, il faut que l'auteur s'empare du sujet, donc c'est en se documentant. Et par exemple, au tout début, dans la toute première Bible,
il y avait le personnage d'une secrétaire à la préfecture de police de Paris. Et puis Fabien se documente, et puis il se rend compte qu'il Il n'y en a pas. n'y a pas une femme à la préfecture de police de Paris. Il y a juste des nonnes, une dizaine de nonnes qui s'occupent au dépôt des femmes qui sont arrêtées. Et donc, petit à petit, on découvre la violence extraordinaire qui est faite aux femmes à cette époque, la dictature masculine terrible. Et du coup, ça devient naturellement un des sujets centraux de la série. Ah oui, alors pardon, je vous coupe, mais c'est parce que j'avais pas fini en fait de. Vous avez raison. Je dis, on a l'impression que vous avez fait un effort en termes de parité, mais pas comme un vernis qu'on mettrait sur une série très masculine, mais parce que à ce moment-là, la société est très patriarcale. C'est un fait. C'est pas une interprétation. Mais que justement cet effort de parité, ça vous permet aussi de raconter la société du moment. Vous parliez de cette secrétaire donc, qui n'existe pas, en fait, enfin, celle que vous auriez créée mais qui n'existe pas. Il y a un autre personnage qui est celui de Jeanne Chauvin. On va la retrouver, cette femme. Elle est au commissariat aux côtés d'un homme dont le kiosque à journaux vient d'être incendié par des antidifusards et elle est vraiment à côté de lui. Vous souhaitez néanmoins maintenir votre plainte? Vous ne voulez pas nous aider? J'essaie surtout de vous ouvrir les yeux. Même si vous arrivez à prouver qu'il était là au moment des faits, ses amis politiques diront que c'est vous qui l'avez provoqué, qui n'a fait que se défendre. Et d'ici au procès, il aura des hommes pour vous traquer, vous, tout ce qui reste de votre famille. Non, c'est irraisonnable, enfin. Un criminel est identifié, la victime demande justice. Et vous préférez le dissuader. Vous n'avez pas honte. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Vous êtes de la famille ou... Je suis avocate. La violence des rires face à cette femme qui annonce qu'elle est avocate, ce personnage de Jeanne Chauvin, c'est pas le fruit de l'imagination de votre équipe créatrice, en fait, Emmanuel Dossé. Non, elle existe vraiment. C'est la manière dont Fabien crée ses personnages et ses intrigues. C'est plutôt que d'inventer, il part de l'histoire, il part du réel. Et après, ce personnage qui a réellement existé, Jeanne Chauvin, il lui fait vivre des aventures qui, là, sont proprement fictives. Vous êtes toujours entouré d'experts sur vos différentes productions. Il y avait des spécialistes politiques pour Les Hommes de l'Ombre, des historiens pour Un village français. Je pense notamment à Jean-Pierre Azéma. Est-ce que ça a été encore le cas sur Paris Police 1900 ? Sur Paris Police 1900, il y a beaucoup de documentation, mais il n'y a pas d'historien spécifique, parce que la manière d'écrire de Fabien, elle est de toute façon de transformer la grande histoire en machine à fiction. Donc c'est, au fond, c'est lui qui doit faire cette documentation. Mais si en général on est entouré d'experts ou d'historiens, c'est parce que je pense qu'à la base de toute série, et c'est une phase un peu cachée du travail, il y a un énorme travail de documentation et d'immersion dans l'univers. Je pense qu'une bonne série ne peut pas être écrite par un auteur qui n'est pas profondément lié au sujet dans lequel il a envie de faire évoluer des personnages, d'inventer une intrigue, de créer un univers. Combien de temps pour développer Paris Police 1900 ? Là, ça doit faire, maintenant que la série va sortir, ça doit faire 4 ans, mais au fond, cette histoire, je pense que Fabien, il la porte en lui depuis une vingtaine d'années, en fait, la réalité. Et c'est vous qui avez déclenché, avec cette conversation, c'est vous qui avez déclenché la réalisation ? C'est Canal+, c'est moi, c'est pour ça que je me souviens très bien de cette conversation, parce que cette conversation... comme on a des centaines de conversations au téléphone, c'est ce que j'aime dans la production, c'est qu'on a l'impression que parfois tout se passe de manière essentielle sur un bout de trottoir. Et effectivement, à la veille de la sortie de Paris Police, je me souviens de cette conversation. Voilà. Vous vous souvenez où vous étiez, le ton qu'il faisait, etc. C'est ça. Parfaitement. Et vous étiez en plein cœur de Paris, qui est aussi un des personnages de la série. On va y revenir. L'enquête policière qui, au passage, met en scène, sous les ordres du préfet Lépine, 2 générations de policiers, deux façons de concevoir la justice et la sécurité, se déroule donc en plein cœur de Paris, je le disais, une ville divisée en deux comme le pays, entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Ces derniers sont menés par Jules Guérin, qui fut directeur de l'hebdomadaire L'Anti-Juif. Ça, c'est la vérité, c'est la véracité historique. Dans l'extrait qui suit, il est sur la scène d'un théâtre qui est plein à craquer, entouré de bouchers de la Villette, qui étaient des fidèles à ses idées. Les fidèles bouchers, moi-même, allons vous offrir le plaisir de le voir en vrai. Oui, mes amis, Dreyfus, le véritable Dreyfus est ici, parmi nous.
ce soir, en chair et en œuf. Messieurs, faites-le entrer. Le voilà, votre Dreyfus. Le voilà. Un sale porc déguisé en soldat. Scène absolument horrible et éprouvante puisqu'on voit un petit cochon arriver sur la scène habillé avec des habits militaires et que Jules Guérin va égorger, mais qui décrit aussi l'horreur de cette période. Je me suis demandé, est-ce que vous étiez d'accord dès le départ avec ce parti pris de montrer cette violence dans les propos et dans les actes et donc de proposer une série très noire? Parce qu'on sent que c'est le parti pris de Fabien Nury c'est l'univers et de son équipe, et c'est son univers en l'occurrence. C'est l'univers de Fabien Nury. Est-ce que vous étiez d'accord avec ce parti pris-là? Sinon, j'aurais pas contacté Fabien, mais au-delà de l'univers de Fabien et de son écriture, en fait, là, la plupart des dialogues de Jules Guérin sont véridiques. C'est-à-dire que c'est pas Fabien qui l'invente. C'est-à-dire que cette violence, on dit le pays était divisé entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, c'était extrêmement violent, mais on ne se rend pas compte de ce que ça voulait dire. Et lorsqu'on voit l'anti-juif, ce qui se disait l'anti-juif, ce que disait Jules Guérin, ce que disait Drummond, là, je crois qu'on touche du doigt la violence de l'époque. Donc, c'est pas tellement l'univers de Fabien qui est noir, c'est cette époque qui était particulièrement violente. Et alors, je trouve que c'est particulièrement réussi de montrer ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans les films ou dans les séries qui parlent de ce contexte historique, où effectivement, on en reste au discours et à la violence des discours, mais on ne voit pas les actes, en l'occurrence. On parlait tout à l'heure de ce monsieur dont le kiosque a été incendié par des anti-Dreyfusards qui débarquent en ville. Il y a un petit côté Orange Mécanique, même, au début de la série. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Moi, ces derniers temps, quand je pensais à Paris Police et que je voyais les événements au Capitole, je pensais aussi un peu à ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de Trump dans Jules Guérin. Oui, c'est vrai, vous avez raison, j'avais pas pensé à l'image de Trump, ouais, tout à fait. Parce qu'il est question de populisme aussi dans la série. Populisme, de fake news, il y a des fake news en permanence. Le pouvoir des médias, la découverte de ces journaux. L'Anti-Juif est un journal c'est pas un journal confidentiel, c'est un journal qui se vend. Dans la série, à un moment, on dit qu'ils battent le Figaro. Et c'est vrai, et c'est exact, vous êtes allé vérifier si c'était bien le cas en termes de tirage. Ils ont à un moment, ça n'a pas duré, mais ils ont à un moment les pignons sur rue, quoi. Alors, on est frappé par l'esthétisme de la série. Où avez-vous tourné? Est-ce que vous étiez vraiment dans Paris ou est-ce que vous avez reconstitué Paris dans un studio? On a vraiment tourné dans Paris. Toutes les scènes extérieures sont tournées dans Paris. Ça, c'était un parti pris qu'on a eu, pas mais immédiatement, parce qu'on s'est posé la question. Est-ce qu'on va tourner en République tchèque? Pourquoi en République tchèque? Il y a des studios là-bas, des rues, ça se fait. Hein. Et à un moment, on était en prépa dans le centre de Paris, pas très loin de la rue Chabrol, où se passent les événements. Et on se dit, quand même, on l'a sous nos yeux. Alors, c'est vraiment difficile de tourner dans Paris une reconstitution historique comme celle-ci. Mais en même temps, c'était un parti pris de direction artistique qui était très, très important. Et je pense que c'était essentiel pour la véracité aussi des situations. Et alors concrètement, comment on fait? On est obligé de démonter les lampadaires actuels, on refait les façades, Parce que la rue Chabrol, elle ne ressemble pas à celle qu'on connaît aujourd'hui, par exemple. On n'a pas tourné rue Chabrol. Mais la plus grosse difficulté, c'est d'avoir les autorisations, et parce qu'en fait, on dérange le voisinage. Eh oui. Et nous, on a joué un peu de malchance, parce que c'est l'effet de l'air du temps. C'est que avant le tournage de Paris Police, il y a eu J'accuse, qui a été tourné. Il y a eu Le Bazar de la Charité. Il y a eu plusieurs films ou séries comme ça qui étaient sur le même type d'époque et qui, du coup, tournent toujours dans les mêmes rues. Des rues pavées, en fait. Des rues où il y a déjà des pavés. Alors, ce qui fait que nous, à certains endroits, on a pallié, on a pu chercher à tourner sur des rues pavées. On a fait des pavés numériques. Il y a eu aussi la série La Garçonne qui s'est faite. Donc le voisinage de ces rues pavées était particulièrement excédé. Donc vous avez dû trouver du bitume sur lequel vous dessinez ensuite en post-prod, en fait, c'est ça, voilà, c'est ça. Des pavés. Ouais. Et puis concrètement, ça faisait peser un poids important sur la production, parce qu'on était en tournage et on n'était jamais totalement sûr
que nous pourrions tourner dans les rues que nous souhaitions, malgré le soutien de la mairie de Paris qui veille au bureau des tournages, qui veille à ce que ça se passe bien et qui essaye de faciliter ces tournages dans Paris. Mais c'est une grande ville. Les habitants payent suffisamment cher au mètre carré pour ne pas être dérangés. C'est ça, pour pas avoir une caméra dans leur salon. Alors, c'est une série historique qui repose sur les décors, les costumes. Et là, je m'adresse évidemment aux producteurs que vous êtes. Côté finance, on imagine que ça coûte très cher. Je me souviens que pour Un village français, le budget était assez réduit et que vous aviez rivalisé d'ingéniosité pour justement pouvoir rentrer dans les frais, réduire les frais et rentrer dans ce budget. Est-ce que ça a été aussi le cas pour Paris Police 1900 ? En fait, c'est une série qui coûte cher pour une fiction française, mais qui coûte très peu cher pour une fiction internationale. Et je crois qu'avec Paris Police, on est dans une zone qui est une zone peut-être nouvelle pour les séries françaises. C'est d'avoir la prétention, et pardon si mon discours peut paraître prétentieux, c'est de se dire que maintenant que le monde des séries s'est internationalisé, que... Il y a déjà eu quelques précédents, dont Un village français, mais Engrenage aussi, de séries françaises qui sont exportées largement. Est-ce qu'on peut faire des séries françaises, c'est-à-dire tournées en français avec des auteurs français, des comédiens français, qui touchent un public réellement international ? Et donc le budget d'un épisode de Paris Police, c'est 2 millions d'euros. Et 2 millions d'euros pour une série internationale, c'est pas très cher, en fait. Alors, mais quand vous dites série internationale, c'est parce que vous la produisez avec déjà des accords de distribution dans des pays ? Il y a une coproduction avec d'autres acteurs ? Quand je dis avec une ambition internationale, non, c'est vraiment une série française. Ce n'est pas une coproduction internationale. Il y a un apport conséquent de Studio Canal qui soutient le projet et qui espère du coup vendre cette série partout dans le monde. Voilà, c'est une ambition. C'est d'accord. C'est une ambition de trouver un modèle économico-artistique sur des séries françaises dont on se dirait... elles n'ont pas à rougir sur de la série historique si on doit les comparer par exemple à Peaky Blinders, qui est forcément un étalon. Oui, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui m'ont évidemment fait penser à Peaky Blinders. Juste avant, question idiote de cet entretien, Emmanuel Dossé, ne riez pas, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, parce que je dis ça parce que vous avez fait plusieurs séries historiques, sinon ça n'avait aucun sens cette question, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'essayer un costume ou de conduire une voiture d'époque ou de ramener un objet du tournage chez vous ? J'ai fait une fois un tournage en costume. C'était le tout dernier plan d'Un village français, à la 7e saison. Frédéric Krivine et moi sommes 2 GI en 44. Jean-Pierre Azéma devait être avec nous dans la Jeep, mais malheureusement, il n'avait pas pu se déplacer. Philippe Tribois était là aussi. Et Jean-François Boyer, qui est mon associé depuis toutes ces années, et mon ami, qui balayait le décor. Et c'était le tout dernier. Et c'est la seule fois. Et je dois avouer que c'était super agréable, parce que lorsqu'on est figurant comme ça, en fait, on se laisse porter. Et sur Paris Police, on vous voit pas, il n'y a pas un petit bout de vous sur aucun plan. Non, si on va en saison 4, comme je l'espère. Par contre, on voit Fabien Nury à un moment, qui a quelque chose du préfet Lépine, en fait. Oui. Lorsqu'on regarde le préfet Lépine, Fabien Nury a quelque chose du préfet Lépine. Et le figurant, interprété par Fabien, laisse sa place au préfet Lépine pendant qu'il se fait bertillonner. Exact. Alors, on peut pas en dire plus. Parce que sinon, on va spoiler, comme on dit. Donc, il faut rien dire là-dessus. Il n'y a pas de star au casting de Paris Police 1900, mais il y a beaucoup de comédiens. C'est vraiment une troupe assez imposante et importante. C'est d'ailleurs une récurrence aussi dans vos productions. On a l'impression que vous aimez faire éclore les comédiennes et les comédiens. Est-ce que je me trompe ? J'aime les comédiennes et les comédiens et j'aime les séries. Et les séries sont centrées sur je vous apprends rien, sur des personnages. Et particulièrement en costume, lorsqu'on a un comédien très connu, il a tendance à écraser un peu le personnage. On voit le comédien qu'on connaît et on voit que ce sont des postiches inconsciemment. Ouais. Donc c'est un filtre à la création de ce personnage, donc ça me paraît plus intéressant. Et je trouve que c'est un pari très audacieux pour Canal, parce que évidemment, là, ils peuvent pas surfer lors de la communication sur des noms comme d'autres séries le font. Là, en ce moment, cette très bonne série là, En thérapie, il y a beaucoup de comédiens très connus du cinéma français et ça participe à la communication. Canal+ ne peut pas faire ça sur Paris Police. Et en même temps, je pense que c'est un choix important pour la réussite artistique du projet. Et c'est un très beau pari parce qu'on découvre de belles surprises. Et dans ce casting, il y en a une de surprise, c'est Marc Barbet dans la peau du préfet Lépine. Et le voilà devant une foule de journalistes.
Messieurs, nous allons entrer dans le XXe siècle. Notre société a besoin d'une police moderne, efficace, dotée des moyens adéquats pour défendre nos concitoyens à tout moment. Ceci est un appareil téléphonique, aussi appelé téléphone. On parle ici, on écoute là. L'usage vous en est familier, il y en a dans vos salles de rédaction. Peut-être même chez vous. Il y aura désormais un appareil de ce genre dans chaque commissariat de Paris et dans chaque service de la préfecture. Un numéro d'appel gratuit sera rendu public et un service spécial baptisé Standard sera disponible jour et nuit pour répondre à ce numéro. C'est très simple. Vous avez besoin d'aide? Appelez la police. Alors j'adore cet extrait parce que ça m'a fait penser à la multiplication des numéros verts que crée en ce moment le gouvernement pour répondre à toutes nos questions, vous savez. C'est en ça que je trouve que la série est aussi un récit de notre temps. L'objectif donc du préfet Lépine est de créer une nouvelle police, une police moderne. Je vous propose d'écouter un dernier extrait de ça. Messieurs, il est grand temps de réformer la police. Forte face au crime et à l'anarchie, elle se doit de rester humaine avec les citoyens innocents. Alors c'est étonnant comme ce petit bout de dialogue fait écho à l'actualité. Est-ce que c'était ça qui vous séduisait aussi dans ce projet et dans les séries historiques d'une façon plus générale, c'est de raconter le présent autrement? Oui, les échos de cette série avec le présent sont très forts. Je crois que de manière générale, comme les séries, on les écrit au moment où aujourd'hui, forcément elles font écho. Parce que MeToo est une révolution dans notre société, une révolution très importante dans notre société. Et du coup, lorsqu'on parle de 1900 et qu'on voit cette dictature patriarcale, ça devient forcément un sujet central de la série. Peut-être que 2020, 2021, il y a un écho très particulier avec 1900, ce sentiment qu'on est en train de basculer dans une autre société et le montée des populismes, les tensions identitaires. Il y a effectivement beaucoup d'échos. Oui. Et alors la série évoque aussi les débuts de la police scientifique, placée sous la responsabilité d'Alphonse Bertillon, un vrai personnage. Alphonse Bertillon qui adore tout mesurer. Envergure 174,6. Buste 41,1. Longueur tête 18,6. Largeur tête 14,1. Oreille droite 6,6. Méthode qui a donné lieu à un terme, qui a donné naissance à un terme qui est le bertillonnage. On mesure tout chez les principaux accusés, ou en tout cas les gens qui sont prévenus. Alors on sent bien que c'est pas les experts, la série des experts qui vous a inspiré. En revanche, vous en disiez un mot tout à l'heure, mais on ne peut pas ne pas penser à Peaky Blinders, notamment à travers donc la photo, l'ambiance, le côté sombre de la série, et puis la musique aussi, qui est signée Grégoire Hetzel, qui est un grand compositeur. C'est une référence assumée pour vous, Peaky Blinders? En fait, moi, pour tout vous dire, c'est pas une série que je connais très bien, et les épisodes que j'ai vus, j'ai été très impressionné par la production, un peu moins par le scénario. Donc c'est plutôt une référence en une sorte de maître étalon de la série criminelle d'époque. Et on sait qu'on va être comparé à ce type de projet. Et la réalisation, la direction artistique va probablement puiser auprès des mêmes sources, des mêmes inspirations. Donc c'est pas tellement qu'on se dit on va copier Peaky Blinders, plutôt qu'il y a forcément une parenté, un cousinage entre les deux séries. Vu le succès de Peaky Blinders, l'assumer et le revendiquer, je serais ravi que Paris Police ait le même destin. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on pourrait citer Sherlock aussi, l'univers de Jack l'Éventreur aussi, qui est très, je trouve qu'il ressort de la série, des westerns également. Le préfet Lépine, on dirait une sorte de shérif un peu moderne. Dans le dossier de presse, vous citez également, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, vous parlez du feuilleton tel que le concevaient Eugène Sue, Alexandre Dumas. Pour moi, Alexandre Dumas, c'est le créateur des séries, mais est-ce que vous avez relu ces récits? Est-ce que vous avez regardé ces références cinématographiques ou de séries avant de vous lancer dans la production? Moi, personnellement, non. Fabien est un auteur, mais c'est aussi un grand lecteur de polar et un cinéphile, mais très averti, avec une très grande connaissance
du cinéma en général et du film policier en particulier. Et je crois que ça, c'est très important dans sa création. C'est un auteur qui est très référencé, qui va puiser son inspiration autant dans la grande histoire que dans le cinéma et la littérature. Et dès le départ, Fabien me dit, je veux que... Ce qu'on pourrait essayer de faire sur cette série, c'est de traiter de la même manière que les Anglais ont traité l'époque victorienne, faire ça à la Belle Époque. Et petit à petit, il se rend compte où le développement, c'est souvent, on découvre les choses en même temps qu'on marche, des choses qu'on avait sous le nez, qu'on savait en fait intuitivement, mais on se le formalise. Et il formalise que on fait référence forcément au cinéma de Fincher, d'une certaine manière, qui irrigue beaucoup à Sergio Leone, mais que on fait aussi référence au serial que sont Fantomas Tout de à fait. l'époque, Ouais, et ouais. qu'en fait, au fond, on est sur un territoire culturel profondément français qu'on a peut-être un peu oublié, et que les Américains et les Anglo-Saxons ont fait de la série sur cet univers culturel qui est en fait profondément français. C'est le roman feuilleton du 19e. Et voilà, et donc arrive Paris Police 1900. Alors je sais que vous n'êtes pas le créateur de la série, Manuel Dossé, mais 4 ans de travail autour de cette série. Est-ce que vous avez encore tous ces personnages dans votre tête ? Est-ce qu'ils hantent vos nuits encore ? Je connais quand même la série par cœur. J'imagine, j'espère. Et oui, ils hantent déjà mes jours, puisqu'on est en train de travailler sur la saison 2 déjà. Et donc ces personnages, on les retrouvera. Ça veut dire que vous avez travaillé comme pour un village français. Vous vous êtes dit, je crée une série qui va durer 3 ou 4 saisons dès le premier tour de manivelle. C'est-à-dire, vous imaginez pas que vous faites une saison, vous attendez de voir la réaction des gens et les audiences pour commencer à travailler la deuxième. Non, ça fait partie de l'intérêt de faire des séries. Le domaine dans lequel les séries sont supérieures au cinéma, c'est dans leur rapport au temps. Toutes les séries qui ont marqué, je crois, l'histoire récente ou ancienne de la télévision, ont duré plusieurs saisons. Et dès le départ, avec Fabien, il y a la volonté, mais c'est aussi de la volonté de Canal+, j'imagine, de créer une série qui puisse durer. Alors, la particularité de Paris Police 1900, c'est que chaque saison, un peu comme sur Engrenage, ça raconte une histoire qui est bouclée à la fin. On finit pas sur des cliffhangers. d'accord. Une enquête policière qui termine l'histoire, enfin qui se termine à la fin de la saison. Et ce sont les personnages qui, eux, évoluent en fait. Qui évoluent à l'intérieur de la saison. Et saison 2, c'est Paris Police 1905. C'est-à-dire qu'on va marquer une ellipse de temps, qui participera d'ailleurs à la dramaturgie, puisqu'en saison 2, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux périodes ?» C'est une série policière, mais aussi historique. Donc il faut à chaque fois se retrouver sur des moments de bascule, des moments importants. Là, c'est le passage en 1900, et le passage à 1900 qui est marqué par le deuxième procès de Dreyfus et une tentative de coup d'État. La République aurait vraiment pu vaciller dans cette année 1899. Vous racontez très bien d'ailleurs. Ouais. À ce moment-là, on voit que la République est encore très fragile, et ça aurait pu basculer du mauvais côté de l'histoire. Et si on fait une série historique qui n'est pas basée sur ces moments de crispation et de bascule, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans une série historique. En 1905, c'est la loi de la laïcité. D'accord. Donc là, vous vous attaquez à un dossier qui est vraiment dans l'actualité, en l'occurrence. Ouais, ça va être les caricatures, la laïcité. C'est passionnant. La saison 2 s'annonce passionnante. Et je suis obligée de vous demander, la saison 3 ? La saison 3, là, je risque de vous spoiler un peu trop, mais on voudrait la faire en 1907. Forcément, il y a une autre référence. C'est les Brigades du Tigre. D'accord. Et on va créer les Brigades du Tigre qui vont être les concurrents de nos héros. Ah, mais vous avez déjà la 4e saison ou pas ? Je tente, hein. J'en suis. 1912, voilà. l'affaire Bonneau et le départ du préfet Lépine. Lépine a été rappelé à la préfecture en 1999. Comme on le dit dans la série, c'est juste pour afficher bien sûr. et rassurer un préfet autoritaire. Et on pense qu'un an plus tard, il aura sauté, parce que c'est quand même une vieille relique qu'on sort du placard. Et en fait, il s'est avéré que c'est un homme visionnaire qui a eu une influence décisive dans la police. Aujourd'hui, la préfecture de police se trouve place Louis Lépine, et qu'il est parti en 1912. Donc le cycle de Paris Police, ça serait en 4 saisons jusqu'en 1912. C'est ça notre projet. Après,
Mais c'est assez formidable de vous entendre décrire la façon dont vous avez construit ces saisons, parce qu'on comprend à travers ça à quel point la série est extrêmement intéressante à regarder parce qu'on va apprendre des choses. C'est-à-dire que c'est à la fois le miroir de la société, de notre société aujourd'hui, mais en même temps, on a vraiment une leçon d'histoire qui est très précise, comme vous le faisiez avec Un village français. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans vos productions, c'est qu'il y a des formes de récurrence, en quelque sorte. S'inscrire dans cette histoire qui est une histoire avec un grand H, comme on dit de façon commune, et puis dans l'histoire de ceux qui la font vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'humanité qu'on retrouve à chaque fois. On a l'impression que vous changez de focale en permanence. C'est l'impression que ça donne en regardant. Et on sent votre volonté en fait de raconter ou en tout cas d'écrire ce que j'appelle un peu le grand roman social de la France. Est-ce que vous le concevez comme ça, votre travail? Oui, je me dis que j'ai beaucoup de chance de faire ce métier et que donc, tant que faire se peut, de travailler sur des séries qui sont avant tout divertissantes, mais aussi qui me nourrissent. Moi, en tant que spectateur, j'ai besoin de me sentir nourri, d'apprendre. Ce qui m'intéresse profondément dans les séries, c'est la vision de l'humanité. C'est découvrir l'humanité. Alors, Un village français et Paris Police 1900 sont des séries très très différentes parce que une autre constante de mes productions, c'est de faire des séries d'auteurs, de les centrer sur des auteurs. Et Fabien Nury et Frédéric Rivine sont deux auteurs avec leur univers très particulier et très différent. Mais effectivement, je pense qu'il y a une récurrence qui n'est pas juste dans les séries historiques, parce que On va y j'ai revenir. participé à la production bien de sûr. Vernon Subutex ou des Hommes de l'ombre, qui sont aussi des séries qui sont politiques au sens où elles parlent de notre société. Exactement, exactement. Mais alors, on en parle depuis le début quand même. Un village français, petit extrait. Puisque je vous dis que je n'ai plus de sulfamide, débrouillez-vous pour m'en envoyer. Écoutez, on risque de voir arriver des centaines de réfugiés dans les jours qui viennent. Alors il me faut des trousses d'urgence, des pansements, du sérum. Je sais que les trains ne passent pas. Mais envoyez-moi une ambulance, un camion, quelque chose. Les Allemands ont percé à Besançon. Qu'est-ce que vous ressentez, Manuel Dossier, quand vous réentendez ce générique avec cette musique? Un peu de nostalgie maintenant. Ouais. Surtout que là, c'était les tout premiers dialogues du premier épisode. Ah ouais, on est vraiment au tout début du premier épisode de la première saison. Vous en gardez un super souvenir, j'imagine. C'était une aventure artistique et humaine qui était assez incroyable. Moi, j'ai commencé à travailler sur cette série. Au début, j'étais tout seul en 2004. Et puis, Vous aviez 12 ans à l'époque. Je plaisante. Et après, on a travaillé presque avec les mêmes équipes du début jusqu'à la fin, avec la même cantine, avec les mêmes comédiens évidemment. Du coup, c'était vraiment souvent on utilise le terme de famille. Une troupe en tout cas. Troupe, on avait l'impression d'une troupe théâtrale. Une vraie troupe. Ouais. Et c'est une très belle aventure. J'ai eu beaucoup de chance de participer à cette aventure. Alors, ça a été aussi un succès international puisque vous avez été vendu dans beaucoup de pays, je vais dire un peu partout dans le monde, mais c'est quasiment ça. Alors, j'en cite que quelques-uns, mais la Corée, la Finlande, les États-Unis. Est-ce que ça a changé votre vie de producteur, Un village français? Bah forcément, lorsqu'on a la chance de rencontrer le public. Et puis j'ai beaucoup appris. Parce que moi, quand j'ai fait Un village français, j'avais produit qu'une seule série avant. Vous étiez un jeune producteur. Qui était La Commune. On est d'accord. C'est aussi une autre époque de la série. En quel sens? Moi, je suis diplômé de la FEMIS en 2003. Et en 2003, il y a eu des séries de 52 minutes. En France, c'est PJ, Avocat Associé, c'est les séries du vendredi. Et puis, il y a eu Clara Scheller. Et puis, c'est tout. Et arrive, je crois qu'Engrenage, ça doit être 2006. Oui. Donc moi, quand je commence à travailler, à me dire je veux vraiment faire des séries, quand j'étais à la FEMIS, j'avais découvert Les Sopranos et je me disais je veux pas faire de cinéma d'auteur en France, que je respecte beaucoup, mais je veux faire des séries. Je veux faire des séries parce que c'est le lieu dans lequel on peut avoir une ambition du populaire et de la politique. C'est ça mon analyse de l'époque, qui n'a pas changé. En 2003, il y a tout à faire. J'ai l'impression... Heureusement, il y a Frédéric Rivine et Philippe Tribois. Philippe Tribois avait créé Avocat Associé en tant que réalisateur et Frédéric Rivine, PJ, en tant que scénariste. Donc, j'ai la chance de travailler avec ces deux auteurs. Et j'ai la chance aussi de travailler avec Charline Dolépine, qui était productrice chez Son et Lumière, qui avait fait Avocat Associé et qui a produit la première saison d'Engrenage. Donc, j'ai eu la chance de m'entourer des gens qui connaissaient déjà qui cet connaissaient, univers, ouais. mais qui étaient un peu une sorte de génération spontanée.
Et aujourd'hui, modestement, ma mission, c'est aussi maintenant de transmettre à des gens qui sont un peu plus jeunes que moi, qui ont une trentaine d'années, qu'ils soient auteurs ou producteurs. Alors, autre récurrence dans vos séries, ce sont les rapports amoureux. Et l'an dernier, une nouvelle fois avec Frédéric Krivine, vous nous avez offert une série que j'ai adorée, Une belle histoire. Ah, super bien, ouais. Plus de boulot, plus d'appart, le rêve de l'homme moderne. Putain de merde! Bah, attendez, on va vous aider. C'est la fille de ce matin? Moi, ça fait 5 ans que je t'avais pas vu mater une fille comme ça. Ok, super. On peut passer à autre chose? J'ai vu comment elle te matait. Elle est comment? Elle est maquée. À nous. À nous. Je suis très bien tout seul. Mais à la longue, c'est chiant. Faut se battre. L'amour, c'est un combat. Tu veux vraiment qu'on aille vivre à Londres? On va pas rester à Villefranche, c'est trop petit. La vie est courte et il n'y a pas beaucoup de vraies rencontres dans une vie. Une belle histoire, les 8 épisodes sont disponibles sur la plateforme Salto. Et comme d'habitude, vous aviez prévu initialement que la série racontant ce quotidien de 3 couples trentenaires se décline sur 4 saisons. Est-ce que France Télévisions a mis fin définitivement à Une belle histoire? Alors, pas tout à fait définitivement, parce que la saison 1 a été diffusée, a été très bien accueillie, mais c'était en plein confinement. Ouais. Quand la deuxième soirée a commencé, le soir du confinement, on se disait que ça allait peut-être booster l'audience, mais ce soir-là, Canal+, c'était gratuit. Il a cartonné en audience ce soir-là. La série était risquée, hein. France Télévisions avait accepté de prendre ce risque. Et en même temps, France Télévisions aimait beaucoup la série. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en développement d'une saison 2 avec Salto. Je ne sais pas si la série va rentrer en production, mais on est en développement d'une saison 2 avec Salto, et ce qui serait écrite par Frédéric Krivine, qui serait toujours réalisé par Nadège Loiseau, et qui serait plutôt sur un format de 30 minutes, qui correspond un peu plus facilement au concept de départ. Et avec les mêmes comédiens? Et ça serait Qui avec sont les absolument mêmes comédiens. formidables. Ça serait avec les mêmes comédiens. Donc c'est pas fait du tout. On est en discussion avec Salto. On a écrit déjà les premiers épisodes. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer cette belle histoire. Obligé de refaire cette aventure avec Sébastien Chassagne, qui est l'acteur principal qu'on adore dans Seriland. Il faut absolument qu'il vienne d'ailleurs nous accorder un grand entretien. Le message est passé. Mais vraiment, profitez, parce que c'est sur la plateforme Salto. Voilà, c'est 8 épisodes et ça fait du bien, surtout en ce moment, de voir de tels récits. Vous m'avez étonné aussi avec une production qui est un peu à part, moi je trouve, dans toutes les œuvres que vous avez faites, encore qu'elle raconte quelque chose de notre société. Vous en disiez un mot tout à l'heure, c'est Vernon Subutex. Je me souviens, on entrait dans le rock comme dans une cathédrale. On écoutait de la musique. C'était la dernière aventure du monde civilisé. Vous êtes monsieur Subutex Vernon. Je vous demande de quitter les lieux. Invitation backstage au concert d'Alice Beach ce soir. Ah là, vous êtes surpris. Je suis pas à la rue, ok? Subutex. C'est mon testament, mec. Je te le laisse à toi. Je peux me barrer tranquille. Vernon Subutex, adapté du roman de Virginie Despentes avec Romain Duris dans le rôle titre, dont on suit les pérégrinations dans Paris. Je peux pas en dire plus parce que alors là, pour le coup, on spoil tout de suite. Le producteur que vous êtes reçoit plus de propositions d'adaptation ou de scénarios originaux aujourd'hui? Je pensais pas que j'allais vous poser une colle. Oui, là, vous me posez une colle, on reçoit beaucoup de propositions. Les séries naissent pas, c'est pas des propositions, ce sont des rencontres. En l'occurrence, Vernon Subutex, c'est des productrices jeux films qui avaient le lien avec Virginie Despentes et il y avait un intérêt de la part de Virginie Despentes pour adapter son roman en série. À l'époque, le roman n'est pas connu, il est sorti, mais il n'a pas encore le succès qu'il a. Et on me dit que Cathy Vernet est pressentie pour faire l'adaptation. La réalisatrice. Et moi, j'admire beaucoup Virginie Despentes, l'univers de Virginie Despentes, mais je sais qu'en tant que producteur, le cœur d'une série, c'est son auteur. Et ça ne sera pas Virginie Despentes qui est une romancière et qui n'est pas une scénariste de série. Et Cathy Vernet, elle a fait Hard. J'ai eu la chance de la rencontrer à la Fémis dans le cadre du département série. Et j'ai très envie de travailler avec Cathy. Et c'est ça qui, moi, m'a déterminé à travailler. Après, le roman m'intéressait beaucoup. Et le roman, en plus, est devenu un succès. Donc, on a eu beaucoup de chance à ce moment-là. Après, c'est une très lourde responsabilité pour Cathy d'assumer cette adaptation qui était son point de vue sur le roman, alors que ce roman devenait
un phénomène de société au fur et à mesure qu'on l'adaptait. C'est-à-dire, on commence à travailler sur l'adaptation, le tome 2 n'est pas encore sorti, et puis le tome 3. Donc ça, c'était... Et oui, on s'accapare un univers d'un créateur qui, lui, continue en plus à créer son œuvre, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Avec la gestion du succès qui est en train de... Mais c'était une aventure artistique passionnante, et l'envie que j'avais de travailler avec Cathy n'a fait que se renforcer au fur et à mesure du développement et de la production de Vernon Subutex. Moi, je suis très fier de cette série, d'avoir coproduit cette série avec Jofilm. Et aujourd'hui, on développe une nouvelle série avec Cathy Vernet et Canal+. Une série qui s'appelle 69. Une jeune femme en 69 qui passe le concours de l'IDEC parce qu'elle veut devenir réalisatrice de films. Alors, ça fait partie des nombreux projets que j'imagine sur lesquels vous travaillez en ce moment. Donc 69, ça, on sait que ça va naître. C'est en développement avec Canal+. En tout cas, j'y crois beaucoup. C'est un sujet formidable. Ce serait du 30 minutes. Les coulisses du cinéma de fin des années 60, du point de vue d'une jeune femme qui cherche à s'émanciper dans la société française et qui se retrouve dans un lieu qui, pour elle, est le lieu de l'émancipation et du rêve et de la liberté, le cinéma. Le cinéma, oui. Mais en fait, non. Je sens qu'elle va avoir des problèmes. Vous avez d'autres projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, qui sont un peu avancés et que dont vous pouvez nous dire deux mots ? Il y a un autre projet sur lequel je travaille avec Frédéric Krivine. Je suis fidèle aux auteurs et je ne veux pas faire trop de projets. C'est-à-dire, je fais la suite de Paris Police 1900 avec Fabien. On fait une nouvelle série, j'espère, avec Cathy Vernet. Et un projet de série pour France 2 avec Frédéric Krivine qui s'appelle Infiltré, qui est le retour pour Frédéric Krivine au polar naturaliste, d'une certaine manière. Un truc qu'il adore. Un truc qu'il adore. Ouais. Et après, j'ai la chance de travailler avec j'ai été très média-fiction avec des plus jeunes producteurs aujourd'hui, qui sont Antoine Zimalka, Alexandre Boyer et Léa Gabriel, qui va bientôt nous rejoindre, et qui développent eux-mêmes leur propre projet de série. On partage tous la même philosophie qui est celle de la série d'auteur et de l'attention portée aux choses du début du développement jusqu'au mixage. Et en même temps, avec leur univers et leur personnalité et leur goût pour varier aussi les plaisirs. Voilà. Si on devait résumer, vous êtes quel genre de producteur, Emmanuel Docé ? Vous êtes un producteur très créatif ou pas, interventionniste ou pas, comptant chaque centime ou pas, un peu les trois. C'est difficile de parler de moi comme ça, il faudra demander. Je suis surtout un producteur qui est passionné par ce qu'il fait et c'est très important pour moi que la série soit réussie. Et qu'est-ce qu'une série réussie ? Eh bien, c'est une série dont on est fier artistiquement, que je regarderai sincèrement et que j'aimerais sincèrement en tant que spectateur. Une série qui est économiquement équilibrée, viable. Il ne s'agit pas de gagner énormément d'argent, mais si une série perd de l'argent, il n'y aura pas plusieurs saisons. Et il faut que humainement, elle soit aussi équilibrée, qu'on soit heureux de faire cette série. En gros, la série, c'est une forme de mariage. Pour qu'une série dure, il faut que ce soit équilibré, qu'on ait du plaisir et qu'il n'y ait pas des bris de vaisselle en permanence. Là où le cinéma, pour moi, est une forme de passion amoureuse. Ça peut être magnifique, on monte les marches, on casse la vaisselle, mais ça ne dure que 3 ans. Et on peut se prendre les pieds dans le tapis, j'ai bien compris. Un village français, c'est 12 ans de ma vie. C'est 12 ans de votre vie, quoi. Donc 12 ans avec la même équipe, il faut savoir bien s'entourer pour pouvoir maintenir l'aventure, quoi. Et si tout va bien, Paris Police, c'est au moins 10 ans. Et oui, c'est 10 ans de distribution, de production, pardon. De production, c'est comme ça que j'envisage les choses, avant de me lancer sur un projet. C'est pour ça, on reçoit des projets, moi je me dis, oui, est-ce que j'ai envie de passer 10 à 15 ans de ma vie sur ce projet ? Alors, je suis désolée, Emmanuel Docé, dernière question, est-ce que vous êtes toujours aussi jeune dans votre tête que quand je vous ai rencontré en 2009 ? Je sais pas, il y a une forme de naïveté, qu'il faut garder, qu'il faut conserver, ou plutôt une forme d'utopie. Faut conserver, il faut être dans le plaisir et dans le rêve de faire des choses qui sont sur le papier, on nous dit ça va être difficile, ça va pas marcher. Au début, on est seul à y croire et puis il faut continuer à y croire. À nouveau, j'ai beaucoup de chance de travailler dans ce métier, donc je crois qu'il faut garder cette forme de fraîcheur parce que sinon il faut changer de métier, quoi. Et alors, si vous deviez vous réincarner dans un des personnages que vous avez produits, ce serait lequel ? Homme ou femme, d'ailleurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le personnage que je trouve assez extraordinaire et vraiment très rock'n'roll,
c'est quand même Meg. J'adore le personnage qui est composé par Evelyne Brochu dans Paris Police 1900. Et le personnage qui doit tout le temps composer, qui doit tout le temps faire en sorte que ça se passe bien, mais en fait ça se passe jamais bien, c'est Daniel Larcher dans Un village français. Ça, c'est le producteur qui parle. C'est le producteur, c'est lui qui essaye de toujours être raisonnable, mais en fait c'est pas possible. Incarné par Robin Renucci. Voilà. Merci infiniment pour ce grand entretien, Emmanuel Doucet. Je suis ravie de vous avoir retrouvé après 2009 et cette grande aventure que fut Un village français. Figurez-vous qu'Un village français, Les hommes de l'ombre, Une belle histoire sont toujours disponibles sur Salto, et Vernon Subutex est sur mycanal.fr, et les 8 épisodes de Paris Police 1900 sont diffusés actuellement sur Canal+, et sont également disponibles sur mycanal.fr. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Seriland vous attendent. Dans le premier, nous évoquerons les adaptations en série d'œuvres littéraires. Quant à notre grand entretien du jeudi, il sera consacré à un autre genre d'adaptation. Le comédien Hugo Becker viendra nous raconter les coulisses de Je te promets, série française diffusée sur TF1, adaptée de la série américaine This Is Us. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à parler-en autour de vous, commentez. Le groupe Facebook Seriland est là pour tout ça. Et puis vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Faites-nous briller. Mais attention, dans Seriland, vous le savez désormais, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.